l'État congolais ou de la République. C'est ce que j'avais dit. Je réaffirme ce que j'avais dit, que en France, même s'ils passaient de la 5e à la 6e République, il sera difficile pour eux de changer la Constitution. Ils ne feront que la réforme constitutionnelle. Aux États-Unis également, il est pratiquement difficile pour eux de changer de constitution parce qu'ils ont atteint les niveaux spirituels qu'il faut pour leur pays et que tous les petits esprits qui peuvent venir pour bouger le paradigme constitutionnel déjà atteint sont incapables de changer les choses. Par contre, chez nous, même si le président Tshisekedi ne change pas cette constitution, le nouveau président de la République qui viendra va finalement changer la constitution pour doter la République démocratique du Congo d'une première constitution de la République. Quand vous parlez d'une première constitution, vous remettez en cause toutes les constitutions qui étaient avant ou qui précédaient? De 1960 jusqu'à nos jours, si nous prenons le nombre de constitutions, des actes constitutionnels, des décrets, lois et tout autre document, décisions d'État qui ont pu régir le pays, ils sont au nombre de 16, si je m'abuse. Mais de ces 16 actes constitutionnels ou actes régissant l'État, nous pouvons résumer en 3. La constitution de la soi-disant Première République, la constitution de la soi-disant Deuxième République et la constitution de la soi-disant Troisième République. Et ces 3 constitutions que je peux résumer sont parties des 3 référendums que nous avons connus. Le référendum constitutionnel de 1964 avec le président Kasavubu, le référendum constitutionnel de 1967 avec le président Mobutu et le référendum constitutionnel de décembre 2005 avec le président Joseph Kabila. Aucun de ces référendums n'a respecté le préalable républicain d'un référendum non plus d'une constitution, purement référendaire. Parce qu'à travers le monde, on peut résumer qu'il y a 3 types de constitutions. Il y a la constitution octroyée, comme la charte coloniale belge du 18 octobre 1908. Il y a la loi fondamentale belge du 19 mai 1960. Ce sont des constitutions octroyées. Ça veut dire que ce sont les Belges, avec leur génie politique, qui nous ont donné des documents régissant notre État. Après la constitution octroyée, comme les Congolais, les chrétiens et la Bible, comme les musulmans et le Coran, aucun musulman, aucun chrétien n'a participé à l'élaboration de la Bible ou aux différents documents ou aux différentes alliances de la Bible. Maintenant, ceux qui acceptent ces documents-là ne sont pas dans la fausseté parce que tout simplement, ils ont reconnu l'autorité de la personne qui a dédié ou qui leur avait donné ces constitutions. Maintenant, il y a ensuite la constitution pacte. Quand est-ce qu'on parle de la constitution pacte? C'est lorsque dans un État, le pouvoir et le contraire du pouvoir, ça peut être l'opposition armée, non armée, après débat, ça peut être la société civile forte, après débat et délibération, la classe politique s'est réunie par un consensus et bat un document d'État. On appelle ça la constitution pacte comme la constitution de 2018, de 18 février 2006. Ce n'était pas une constitution républicaine. C'est une constitution pacte. Pacte parce que c'est la constitution des belligérants. Parce que l'Assemblée qui a précédé l'élaboration de cette constitution en Saint-Site, personne n'a été désigné par le peuple. Joseph Kabila lui-même non plus n'a été désigné par le peuple. Mais c'est quoi une république? Elle est conçue simplement comme état d'un état politique dans lequel tout pouvoir émane du peuple, qu'il n'y a pas une royauté, il n'y a pas la pensée unique, il n'y a pas la théocratie, c'est ça la république. C'est-à-dire toute souveraineté émane du peuple. Tout pouvoir politique vient du peuple. C'est ça la République. Maintenant, la République ne crée pas la République.
pour avoir une république, il faut avoir été à autre chose. Il y a le royaume de la France qui a précédé la République de la France. Ok. Ça vous avez compris? Alors, comment la France est-elle passée de l'état d'un royaume à l'état d'une république? Je voudrais que tout le monde qui me suit découvre que je parle en tant que politologue et chercheur en sciences politiques. Maintenant, il y a une grande différence entre chef de l'État et président de la République. Tout chef de l'État n'est pas président de la République. Le chef de l'État belge n'est pas président de la République. Mais le chef de l'État français est président de la République. La différence, c'est que la France est une république, mais la Belgique est une royauté ou un royaume. Maintenant, comment passe-t-on de la situation de non-république à une république? C'est qu'il faut créer une constitution de transition. Un acte constitutionnel de transition qui nous montre comment nous allons passer de la royauté ou de l'empire à une république. Dans le cas d'espèce, le royaume de la Belgique qui nous a colonisés n'était pas une république. Nos ancêtres, Luba, Congo, Ikela, Tetela, Bangala, comme vous voulez, n'ont jamais été dans une république. Maintenant, la Belgique, lorsque nous voulons avoir la décolonisation, la Belgique dit, oui, je vous remets l'État que j'ai créé pour vous, mais dites-nous autour de la table ronde, c'était ça le débat, vous voulez être État autonome, État, un royaume ou une république? Les pères de la décolonisation ont dit, nous allons prendre l'État que vous avez créé sur notre sol, nous allons continuer avec la reconnaissance internationale de cet État, mais nous n'allons pas devenir l'État d'un homme, l'État d'une pensée, l'État d'un seul Dieu. Donc il nous faut une république. Il nous faut une république. Alors comment avons-nous décidé de devenir une république? On va nous donner la loi de transition qu'on va appeler la loi fondamentale belge, qui dispose dans son article 3 que les règlements, les ordonnances, les mesures d'application, les arrêtés consorts du royaume de la Belgique au Congo, jusqu'au jour du 30 juin, vont rester en vigueur jusqu'à ce qu'elles seront abrogées et remplacées par les lois d'origine congolaise, ou les lois des Congolais eux-mêmes. Et que l'article 4 institue le pouvoir constituant. Je voudrais que tout le monde me suive. Je ne le dis pas tout simplement parce que je suis de l'Union sacrée. C'est ma thèse en sciences politiques. Okay. C'est ce qui sera enseigné à l'université de Kinshasa et dans toutes les universités du monde où ma thèse sera connue. Donc, mon plaidoyer ici n'a pas de rapport directement, mais l'Union sacrée va en profiter. Je veux aussi faire profiter ma famille politique, mais le débat est hautement scientifique. Oui. C'est pourquoi j'ai fait toujours appel à tous qui ne sont pas d'accord avec moi de faire cette gymnastique-là. J'étais sur Bossolo avec certains Congolais de l'autre bord. Ils n'ont pas pu tenir parce que tout ce que j'ai donné, c'était de nouvelles informations pour eux. Alors que j'étais en face de moi, j'avais en face de moi un politologue et de l'autre côté un juriste. Donc, lorsqu'on nous donne la loi de transition, qui est la loi fondamentale belge, son article 4 dispose le pouvoir constituant est composé président, le président de la République et les deux chambres, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre des représentants, qui est aujourd'hui appelée l'Assemblée nationale. C'est ça le pouvoir constituant. Parce qu'ici on confond. Il y a les élections générales qui ne sont pas à confondre avec les élections de la Constitution, si je veux dire comme ça. Quand on parle des élections générales, par exemple, aujourd'hui, tu fais un coup d'État, tu es chef de l'État. Le coup d'État n'est pas reconnu dans la Constitution. Oui. Mais si dans votre pays, vous êtes une république, comment faire les choses? C'est que vous devez, vous, putschistes, organiser les élections générales. Ça veut dire élections présidentielles, législatives nationales, législatives provinciales, sénatoriales, selon votre système politique. Ces élections-là, vous ne pouvez pas, aussitôt avant d'aller sur les élections, aller au référendum constitutionnel. Non, parce que tout référendum n'est pas constitutionnel. On peut faire le référendum pour le changement du nom du pays, pour le changement de l'hymne national, pour d'autres choses. Parlons du référendum constitutionnel. Okay. Maintenant, lorsque vous terminez avec les élections générales, vous qui étiez putschiste hier, si les élections sont crédibles aujourd'hui, vous n'êtes plus putschiste, votre pouvoir devient légal et légitime. En ce moment, vous allez en second lieu vers... Vous constituez déjà la constituante et vous allez maintenant vers le peuple pour battre la campagne référendaire, c'est-à-dire de la Constitution. Ça vous avez compris? Maintenant, lorsqu'on nous donne la loi fondamentale belge dans son article 4, on dit
le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, si je peux dire comme ça, la Chambre des représentants, et le chef de l'État, ensemble, constituent le pouvoir constituant. Ça veut dire qu'on nous donne une transition de 4 ans. C'est pendant ces 4 années que les institutions issues des élections du mois de février jusqu'au mois de mai 1960, ce sont les animateurs ici de ces élections-là qui vont ensemble instituer une commission constitutionnelle. Ensuite, ils vont battre une loi référendaire, d'où nous aurons le fichier électoral. Ensuite, la commission va terminer son travail de proposition de projet de constitution, la première constitution dans le cas d'espèce que nous n'avons pris. Et ensuite, lorsqu'il termine, les travaux de la commission ne peuvent pas passer directement au référendum. Il faut que le pouvoir constituant assume, endosse les travaux de la commission. Et puis, on va aller maintenant par le fichier électoral aux élections et les gens vont voter pour ou contre la nouvelle constitution qui vient d'être proposée au peuple par les élus du peuple au préalable. Retenez très bien la question. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En 1964, le 29 septembre 1960, soit 3 mois seulement après la soi-disant indépendante, d'abord le 5 septembre 1960, le président Kassavou, conformément à l'article 17 et 22 de la loi fondamentale belge, révoque le premier ministre Lumumba. Le premier ministre Lumumba lui-même ne savait pas qu'il n'avait pas de pouvoir du premier ministre dans la loi fondamentale belge. Je me pose même la question de savoir quels étaient les documents qui fondaient le sang du régime parlementaire auquel Patrice Lumumba se fondait jusqu'à révoquer le président de la République. Alors que des gens, après les élections générales que je vais citer ici, les Belges ne voulaient plus la souveraineté du peuple. Ils ont piégé Lumumba avec une loi fondamentale belge qui lui a dépouillé de tout le pouvoir. Parce que l'article 22 de la loi fondamentale belge institue que le chef de l'État nomme et révoque le premier ministre issu du Parlement. Je suis sûr que jusqu'à sa mort, Patrice Emery Lumumba n'a pas vu ça. Pendant que Patrice Emery Lumumba pensait que nous sommes dans un État unitaire, déjà l'article 160 de la loi fondamentale instituait un État fédéral. Parce que l'article 160 dispose très bien que chaque assemblée provinciale a droit à sa loi. Oh, c'est ça le fédéralisme. Vous comprenez ce bitoto-là? Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Le président Kassavou, qui a triché, mais ce n'est pas lui, c'est Mobutu, avec l'élite belge. Parce que le président Kassavou n'était qu'un exécutant. Ce n'est pas même lui qui a posé tous ces actes-là, c'est Mobutu. Il va nous amener à un référendum constitutionnel de 1964 où nous allons voter 2 choses. Il y avait 2 couleurs, hein, je crois. Le bulletin noir, c'est contre, et le bulletin vert, c'est pour. Vous allez voir que plus tard, notre drapeau a des couleurs. Il y a la couleur noire, la couleur vert, la couleur rouge, la couleur jaune et jaune. Maintenant, le président Kassavou va faire quoi? Comme il n'a plus la majorité, il n'a pas la majorité au Parlement, il n'a pas la majorité aux assemblées provinciales, il a peur de Patrice. Qu'est-ce qu'il va faire? Le 29 septembre 1960, le président Kassavou va prendre un décret loi constitutionnelle portant annulation de la loi fondamentale belge et ajournant l'Assemblée nationale et le Sénat, qui étaient des composantes du pouvoir constituant, et nous ne sommes plus dans la légalité, nous sortons de la loi de la transition, nous sommes morts le 29 septembre 1960. Quand vous dites que nous sommes morts, donc d'après vous, c'était la mort de la République? La République vient de mourir, parce qu'il faut que les gens découvrent des choses ici. La République n'est pas un acteur de relations internationales. C'est l'État et la nation. Vous voyez, quand on va aux Nations Unies, on dit Organisation des Nations Unies, mais chaque nation est représentée par son État qui est l'instrument national et international de gestion. Mais la République est une question de droit privé et public interne. Ça signifie que l'État peut être reconnu sans que la souveraineté du peuple soit reconnue. En 1985, l'État indépendant du Congo est reconnu. En 1960, l'État indépendant du Congo, l'État décolonisé du Congo est reconnu. Mais le peuple congolais comme souverain n'était pas reconnu. Alors que la question de la République, c'est la question du droit public interne, c'est-à-dire le peuple a le dessus, a la souveraineté sur ses dirigeants. Or, la question d'État, c'est que le peuple est souverain, le pays et l'État est souverain, et cette souveraineté est exprimée à l'interne ou à l'externe.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Kasavubu vient de supprimer l'existence du peuple congolais qui n'a plus la souveraineté parce que sa souveraineté devait venir de l'accomplissement effectif de la loi fondamentale belge. La République est décédée le 29 septembre 1960. Lui-même, le président Kasavubu, signe, promulgue la constitution de 1964 en disant Joseph Kasavubu, président de la République, et collège des commissaires généraux qui remplace le Parlement. C'était fondé à sur quelle disposition de la Constitution? Alors, quand vous dites Kasavubu nous a donné la première république aux Andoki, et même plus Ndoki que les diables, et s'il y a un professeur d'université en sciences politiques, en droit, qui enseigne aux étudiants qu'avec le président Kasavubu, par le référendum de 1964, nous avons connu la première république, c'est un sorcier. Tu remets un coup passe sur la diplôme, si nous étions permis. Je voudrais vous dire une chose. Comment on pouvait avoir les référendums en 1964 alors que le fichier électoral n'a pas existé? Tout ce pays ici, c'est 2 millions 400 quelque chose qui ont voté. Comment on pouvait savoir que c'est le peuple qui s'est prononcé? La même chose avec le référendum de 1967. Le 24 novembre 1965, Mobutu donne un coup d'État qu'il avait déjà commencé depuis le 14 septembre. C'est lui qui avait créé le collège des commissaires généraux. Et lorsque le président Kasavubu était en train de promulguer le décret loi constitutionnelle, l'issasi à Mobutu, ça c'est moi qui l'ai dit, j'assume. C'est-à-dire que le président Kasavubu n'était qu'un innocent. C'est l'arme de Mobutu sur son oreille. Signé Ndengoana a signé. Le collège des commissaires généraux qui avait formaté ça, c'est Mobutu. Le président Kasavubu n'a fait qu'assumer. Donc le coup d'État du 14 septembre là, c'est le même coup d'État qui revient le 24 novembre 1965. Quand Mobutu prend le pouvoir, il a été élu par qui? Il a été voté par qui? Comment un homme normal peut nous dire que le régime de Mobutu c'était une république? Alors que la république signifie un système politique dans lequel tout pouvoir émane du peuple et ce peuple l'exerce de 3 façons. Par référendum, par vote ou par le trichement de ses dirigeants. Conformément même l'article 5 de notre actuelle constitution. Mobutu a-t-il reçu le pouvoir par référendum? Non. Mobutu a-t-il reçu le pouvoir par les élections? Non. A-t-il exercé le pouvoir par le vote? Non. Comment il peut être géniteur d'une deuxième république? Kindoki. Je suis un politologue engagé. Je suis un politologue congolais. J'ai une thèse autonome. Je ne suis pas là à l'université pour imiter Karl Marx et Balandier consort. Oui, Natanga ki bango, mais ngape na kutang sayangai. J'assume ce que j'ai dit et je voudrais voir un doctrinaire me contredire. Et même s'il me contredisait, la science c'est aussi la beauté de la science. Ah oui, c'est aussi la contradiction. Et même s'il démontrait que je suis dans la fausseté, mais ma curiosité scientifique de provoquer le débat demeurera reconnue. Tout à fait. Oui, c'est ça. J'étais avec mon professeur de mon mémoire, mon directeur de mémoire de 3e cycle qui m'a dit ceci, Fumuto. Ce qui m'étonne dans toi, c'est ton niveau de licencié, mais ton ambition épistémologique est étonnante et encourageante. Il m'a dit, si ta thèse est acceptée, finalement, tu vas décoloniser les Africains de la colonisation conceptuelle que nous avons connue. Parce que nous avons eu le temps de réfléchir après avoir compris les autres. Okay. Maintenant, Mobutu, il prend le pouvoir par la force. Mobutu bat une constitution en 1967. Il signe cette constitution comment? Joseph Désiré Mobutu, lorsqu'il promulgue cette constitution, ouais. Lieutenant général. 2. Étienne Tshisekedi Wamulumba, ministre de l'Intérieur. 3. Joseph Singa Oudjou, ministre de la Justice. Et Outou a fondé sur quel document de la République? Accepté par quel peuple? Et lorsqu'en 1970, il y modifie cette constitution, il la révise. Vous savez comment? Ce qui va arriver? L'article D, l'article 19 de la loi de la Constitution de 1967 sera modifié parce que là, l'article portait les institutions de la République sont. La première institution de la République, dans la Constitution révisée de Mobutu de 1970, l'impère est la première institution suprême de la République démocratique du Congo, au-dessus du Parlement. L'impère comme parti politique. L'impère comme parti politique, à la révision de la Constitution de 1967, devient l'institution suprême
Et les votes que Mouta a organisés, ce sera aussi des couleurs. Rouge et verte. Et combien de candidats, président de la République? L'unique, il était l'unique. Et on votait Mobutu le contraire. Et le contraire, c'était les néants. C'est une république. Ça existait où? Et alors, ça, vous oubliez que Mobutu portait la casquette d'un dictateur. Ça, maintenant, un dictateur qui a supprimé Kassaboubou, un dictateur qui a supprimé la constitution qu'il a trouvée, un dictateur qui est mort dictateur, qui n'a jamais reçu le pouvoir du peuple, qui n'a jamais remis au peuple, vous dites qu'il était dirigeant d'une république. Au-delà de tout ça, Kabila est venu. S'il vous plaît, j'arrive. On vient de terminer la deuxième république. D'accord. Maintenant, la troisième république. On ne sait pas par quelle magie Moussé lui-même est un putschiste. Il a chassé Mobutu avec un décret, décret quoi, de 2017 là. Voilà. Décret loi de 2017 qui a dirigé le pays. Il a supprimé tout. D'ailleurs, Moussa avait raison parce qu'il nous avait trouvé Mobutu avec le dédoublement des lois, l'acte constitutionnel de transition et la constitution qui était avant, le parlement de transition et le bureau politique qui était avant. Moussa est venu, il a supprimé, ce n'était pas conforme à une république. La république n'organise pas de coups d'État. Dites-moi dans quel pays il y a la République qui organise le coup d'État. Vous avez jamais vu la constitution d'un pays qui dit si le chef qui est là ne dirige pas bien, vous le tuez? Ça n'a jamais existé. Parce que le coup d'État lui-même, c'est un pouvoir de fait. Autant que les autres diront aujourd'hui, vous voulez organiser le coup d'État constitutionnel. Mais je vais répondre à cette question. Oui. Je vais répondre à cette question. Maintenant, nous arrivons au pouvoir. Tout le Mugaboyen, c'était le 17 mai, je ne sais pas si le 16 mai qu'on va 17 mai. En tout cas, je ne sais pas. Nous aimons le 16. Hein. Parce non, que... vous parlez de la mort. Nous, on parle de l'avènement de la son avènement le 17 mai, Mouzé entre au pouvoir, Mobutu est chassé. Ce n'est pas la République. Mais c'est politique. C'est clair, non? Maintenant, Mouzé va mourir un certain le 16 janvier 2001. Quand Mouzé meurt, Joseph Kabila n'est même pas à Kinshasa. Toutes les frontières sont fermées, aériennes et maritimes, et qui seraient comme ça. On ne sait pas par quelle magie, lui il avait presque le même âge avec moi, 27 ans. Quelle est la disposition de la Constitution qui disait que Tata Koufi, il faut moins d'ailleurs qu'on soit au pouvoir? Lui n'était pas à Kinshasa. Pour lui, les frontières sont ouvertes. Il a atterri à l'aéroport international d'Ndjiri, d'après ce qu'on nous a raconté avec vous. Il trouve les gens déjà en réunion. Mais la chaise est non occupée. Attendez. Ça c'est ce que vous nous enseignez, vous les politiques. Vous préparez toujours vos enfants. Qu'on nous a donné. Vous préparez vos enfants qui seront peut-être les dauphins. Dans une république, un enfant aussi, selon la loi, peut succéder à son père. C'est question qu'il puisse. Mais vous voulez remettre en cause le cas de Kabila, pourquoi? Mais sinon, vous avez la parole. Vous avez la parole. On évolue. On évolue, oui. Joseph Kabila arrive au pouvoir. Je ne sais pas par quelle magie. Il y a 27 ans ou 26 ans. Joseph Kabila entre au pouvoir comme général-major. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la République. C'est la République qui a voté Mobutu comme lieutenant général. C'est la République qui vient de voter Joseph Kabila comme général-major. Il arrive au pouvoir en 2001. Au lieu d'organiser d'abord les élections générales pour qu'il puisse aller au référendum constitutionnel après, non. Nous arrivons 5 ans après le pouvoir. Nous sommes au mois de décembre 2005. Joseph Kabila n'a pas eu peur ni froid aux yeux de convoquer le peuple au référendum. Or, ne peut convoquer le peuple au référendum que celui qui a été au préalable élu par le peuple. Kassabou pouvait le faire s'il n'ajournait pas l'autre section du pouvoir constituant, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Mobutu ne pouvait pas le faire parce qu'il n'a jamais été élu par le peuple. Joseph Kabila ne pouvait pas le faire parce qu'il n'a jamais été élu par le peuple. Mais comment ça, Soda? Je vais vous dire même que, pour le cas de Joseph Kabila, c'est très grave. La loi référendaire a été même promulguée après le référendum. Il n'y a pas eu de fichier électoral. Mais Joseph Kabila a eu 98%, 2. Et où t'as quoi? Mobutu a combien? 90, combien? 6 ou 9, quelque chose comme ça. Vous voyez comment on a blagué avec la République? Après, Joseph Kabila va postuler en 2006 comme général-major. Le vieux Touni Lyongo s'est opposé. Que la CNI doit rejeter sa candidature parce qu'il ne peut pas postuler dans son état de général-major avant de renoncer à ses fonctions militaires. Si nous étions dans un état normal. Mais c'était fait, il avait renoncé après. Mais déjà, il a postulé comme général-major. Il a renoncé quand la CNI devait seulement déclasser sa candidature. Il a organisé des élections, il était élu. Et cette fois-là, il pouvait convoquer les congrès. Alors comprenez. Si Joseph Kabila organisait le référendum
après son élection par le peuple. Parce que élection signifie élection. Qu'elle soit bien organisée ou pas, c'est d'abord les élections. Donc, si Joseph Kabila organisait le référendum constitutionnel après son élection en décembre 2006, c'est conforme. Si Joseph Kabila organisait le référendum pour une nouvelle constitution après son élection en 2000, sa réélection en 2011, c'est normal. Alors, comme ça n'a pas été fait, comment allez-vous dire aujourd'hui que si nous sommes de l'Union sacrée, nous voulons changer la constitution, il faut aller à la 4e constitution de la République, alors que la première, la deuxième et la troisième n'ont jamais existé. Ou ont mal existé. Ou ont faussement existé. Voilà pourquoi moi j'ai dit, 2025, nous prenons la résurrection de la République qui était au Congo, la République qui était étouffée le 29 septembre 1960. Je voudrais voir un doctrinaire pour me contredire. Ça, c'est mon argument scientifique. Maintenant, voici mon intérêt politique. D'accord, ok. Rapidement, parce qu'il y a une question. Mon argument scientifique, là, raconte l'ambition de l'Union sacrée de toucher à la Constitution. Alors maintenant, je commence à défendre la position de l'Union sacrée qui réconforte ma position scientifique et je commence à défendre ma position scientifique qui réconforte mon positionnement politicien. Maintenant, j'ai la raison et le sentiment. D'accord. À savoir qu'il y a... La nature nous impose certaines situations ou certaines choses. Je ne voulais pas ici parler de l'opportunité à rapport avec le changement de la Constitution, mais du moins, comprenez avec nous que les pays traversent une crise. Dans la partie Est, il y a l'insécurité. C'est la question qui sera évoquée peut-être tantôt. Il y a des zones qui nous échappent. Vous et moi savons également qu'il y a certains Congolais qui jusqu'ici crient haut et fort que nous ne voulons pas que le pays soit balkanisé. En son temps, il y a un politique qui malheureusement ne plus, on va citer Ngwanda, qui avait dit qu'il y a un plan déjà élaboré et le Congo sera dans les jours à venir balkanisé. Aujourd'hui, si on arrivait à changer la constitution, la procédure va nous exiger à aller à un référendum. Ça, c'est l'article 5 de l'actuelle constitution. Vous êtes d'accord? Si on organisait le référendum, on suppose, d'ailleurs c'est clair, dans les parties occupées, dans les zones occupées, les compétents qui s'y trouvent ne prendront pas part à ce référendum. Qu'adviendra-t-il si on changeait la Constitution? Très bien. D'abord, il faut que nous puissions nous mettre d'accord sur un fait. Qui a pu changer les constitutions dans le monde? Qui a proposé la Constitution dans les constitutions du monde? Qui a modifié les constitutions du monde? Qui a donné toutes les constitutions du monde? C'est toujours les gens qui sont au pouvoir. Aucune constitution du monde n'a été donnée par l'opposition. Pour preuve. Pour qu'il y ait une constitution, finalement, même après le référendum, avec un vote pour écrasant, il faut que cette constitution soit promulguée. Est-ce qu'un opposant peut promulguer une constitution? Jamais. Est-ce qu'un prélat catholique peut promulguer une constitution? Toutes les constitutions du monde entier ont été données par soit l'élite, soit par les leaders politiques, soit par la majorité au pouvoir. Que ce soit la constitution américaine, ce n'est pas la constitution des Américains. Que ce soit la constitution française, ce n'est pas la constitution des Français. Ça n'a jamais eu le consentement de tout le monde. C'est toujours l'élite qui est au pouvoir, qui a été acceptée par le peuple. Le peuple n'a jamais rédigé une constitution. Parce que le mot référendum veut dire Makambo Salemi à part, mais et quand le peuple se prononce, il ne modifie aucune disposition de la loi qui est sous son examen. Il n'a que le moment de dire oui ou non. Parfaitement. C'est plutôt la majorité des votants qu'on appelle le peuple démocratiquement parlant. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, dans l'esprit des opposants, c'est que Tshisekedi devait d'abord leur poser la question, est-ce que c'est opportun? Et dans l'esprit de quelques politiciens en Soudan, Tshisekedi faille à retourner à Batata, mais est-ce qu'il y a un yango? Batou n'a raté. Mais pourquoi ne pas pacifier d'abord le J'arrive. Récupérer les territoires et puis aller au référendum. Je vais vous dire que depuis ce pays, personne n'a mobilisé les recettes plus que le président Tshisekedi actuellement. Je vais saluer la grandeur. Non, ce n'est pas ça la question. Non, mais les moyens, parce que vous dites pourquoi ne pas pacifier? Mais pour pacifier, il faut l'argent. Aujourd'hui, avec le travail impeccable du DG de la DGI, aujourd'hui avec Barnabé Mankadi, aujourd'hui avec le travail impeccable de Jules Alinguet, l'inspecteur général de finances, nous avons le moyen d'acheter les armes, nous avons le moyen de faire la guerre. J'assume ce que je dis.
Ah oui, vous avez raison, mais qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de récupérer les zones occupées? Mais ce n'est pas contradictoire entre Kobongisa Molimo Nayona Kobongisa Nzoto Zobela. Entre la Constitution et le pays, quel est le document le plus important? Quel est l'esprit le plus important? On doit d'abord être propre spirituellement avec sa Constitution pour résoudre le problème de la spiritualité de l'État sans négliger notre corps qui est notre terre. Comprenons-nous bien, s'il vous plaît, cher Fumototo. Si on changeait la Constitution aujourd'hui via le référendum, bien évidemment, ne voyez-vous pas que nous allons, ou encore nous risquons de perdre les zones occupées? Merci, j'arrive. Est-ce que les zones-là sont occupées parce que nous avons changé la Constitution? Il faut que les Congolais réfléchissent. Je voudrais pousser les Congolais à une réflexion. Jusqu'ici, écoutez, Kagame a contribué pour le départ de Mobutu du pouvoir. Kagame a patronné l'entrée de l'AFDL au pouvoir. Musée. Kagame est le patron de Joseph Kabila pendant tout le temps qu'il est au pouvoir. Aujourd'hui, nous venons d'avoir un tout premier président qui a dit non à Kagame, le diable. Vous voulez faire un accident pour que hier, Kagame était le privilégié, était son frère. Non, Kagame n'était pas privilégié de Tshisekedi. Kagame était... diplomatiquement, il est jusqu'aujourd'hui homologue du président Tshisekedi. Tshisekedi voulait collaborer avec lui, croyant que les choses ont changé, autre état, autre mers. Il a découvert que les types... Vous êtes politologue. Est-ce qu'en politique, il y a croyance ou bien il faut viser mais les intérêts? Si on ne croit pas, il n'y a pas de rêve d'État. Tout le monde croit, même Kagame croit. Ah bon? Revenons à la question, et c'est par là qu'on va quitter parce qu'on n'a pas assez de minutes. Si on passait au référendum et qu'on changeait la Constitution, qu'adviendra-t-il pour les zones occupées? Maintenant, est-ce que c'est contradictoire? Quand il y a eu vote de l'élection présidentielle, est-ce que toutes les entités politiques administratives du pays ont participé? Non. On regarde le pourcentage. Entre les partis occupés, c'est que nous déplorons, et les partis non encore occupés, quelles sont les positions les plus pondérées? Est-ce que vous savez que le parti occupé à nos jours est plus grand que certaines nations du monde? Oh, ça c'est pas un problème. Gabon, je connais que Kimbassé, que comme commune est plus grand que Gabon. Laissez-moi, c'est pas ça le débat. J'ai cité les Gabon bien évidemment. Laissez-moi vous dire que si on organisait le référendum aujourd'hui, ce n'est pas non plus impossible que Nanga et sa bande arrivent à déclarer la partie occupée comme... Mais alors, raisonnons ensemble. Si vous aimez les Congo, vous les balkanisez à cause de votre haine envers Tshisekedi. Et après le départ de Tshisekedi du pouvoir, vous restez avec les Congo que vous aimiez. Non, il y a nuance. Non, mais raisonnons. Il n'y a pas question de la haine ici. Les Rwandais nous agressent via le M23. Oui. L'armée rwandaise occupe nos territoires. Oui. Aujourd'hui, nous parlons référendum. Ma question est aussi simple que ça. Mais je ne sais pas si vous comprenez que ma réponse est aussi très simple. Est-ce que le M23 a occupé les territoires congolais avec le Rwanda parce que Tshisekedi a changé la constitution? Mais c'est depuis longtemps que le Rwanda est sur notre zone. Mais oui. Depuis longtemps l'ambition là, mais en son temps, que nous changeons la constitution ou pas. Quand le Rwanda a occupé notre sol, on ne parlait pas de changement de constitution. Non, mais Kabila avait changé la constitution en 2011. Mobutu avait changé des constitutions plus de 10 fois. Non, Kabila avait été balkanisé. Kabila avait modifié la constitution, non pas changé. Il a changé. Il y avait amendement. Non. Révision, si vous voulez. Non, non, non. Tu sais, l'article 220 n'interdit pas le changement de la constitution. Déjà, plutôt, en encore. On chute. L'article 220 dit aucune révision constitutionnelle ne peut concerner la forme républicaine de l'État, la forme républicaine et représentative du gouvernement, les prérogatives des provinces. On ne dit pas qu'on ne peut pas la changer. Mais maintenant, lorsque Kabila a changé la constitution en 2011, a donné au chef de l'État le pouvoir de révoquer le gouverneur, il n'a pas changé la constitution parce que c'est une disposition verrouillée. Donc, vous voulez changer? Non, mais je pose la question. Est-ce que le Congo était balkanisé? Si aujourd'hui on dit, si nous changeons la constitution, le Congo sera divisé, c'est qu'on avait déjà l'intention de le diviser. Quand Lumumba avait prononcé en 1960, la balkanisation du Congo c'est demain, c'est qu'il était au pouvoir. Quand il y a eu la signature de vente du pays entre Kabila et le CNDP, article 12, s'il vous plaît. Vous diront que Tshisekedi est venu pour concrétiser ses plans. Mais si Tshisekedi concrétise, alors que ce n'était pas lui qui était au pouvoir, c'est que la personne qui aura de tout le pays, c'est celui qui a planifié. Et le Kabila est le responsable numéro 1 de tout ce que nous connaissons. Vous prenez l'article 12.8 vous voyez, de l'accord signé avec le CNDP. Kabila partout, alors qu'à nos jours, il je vous donne la référence. Ouais. Article 12. On se quitte, cher. L'article 12.8 de l'accord signé entre le CNDP et le gouvernement. Kabila n'a-t-il pas reconnu
tous les grades militaires et policiers des Rwandais au Congo? Il n'a-t-il pas intégré des militaires rwandais avec des grades militaires et policiers exagérés au Congo? Alors, lorsque vous vendez la sûreté du pays, la sécurité du pays, et que ça s'éclate après, la faute, c'est lui qui arrive après que tu aies déjà vendu le pays. Kabila sa te ka sécurité mboka sa kabula mboka kala. Tu sais que nazo buna nazo ngisango, mais mboka te kama kala. Merci beaucoup Mais je vous assure. Le temps nous fait défaut, mais partie remise. Je sens en vous l'énergie de nous donner ce que vous avez. Hein. Les Congolais seront bien évidemment satisfaits. C'est une partie remise. Ouais. Merci d'être venu, Fumutoto. Je rappelle que vous êtes le géniteur de Troisième Voie. Aujourd'hui également, communicateur de l'Union Sacrée. Oui, je suis politologue politique. C'est ça. Politologue politique. Ouais. Et là, vous dépensez, vous dégagez l'énergie pour que la constitution soit changée libre. Non, ce n'est pas la position du chef de l'État. Non, j'ai dit. Ça, c'est mon point de vue. C'est ce que j'ai dit. Non, vous